Je m'appelle Jean-Pierre Gattuso et je suis chercheur au CNRS. Jean-Pierre Gattuso, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi de pouvoir échanger sur le thème du changement climatique avec vous. Et si je ne me trompe pas, vous êtes donc océanologue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors je suis océanographe. Océanographe, c'est quelqu'un qui travaille sur les océans. Puisque c'est votre domaine de recherche, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes conséquences du réchauffement climatique sur les océans, justement ? La plus importante, c'est le réchauffement. On dit que la température de la planète se réchauffe. C'est évidemment aussi le cas pour l'océan. Ce réchauffement entraîne également une dilatation de l'eau, parce que l'eau, quand elle est chaude, elle prend plus de place que quand elle est froide. Cette dilatation de l'eau fait que le niveau de marin a tendance à monter. Il a aussi évidemment tendance à monter avec la perte de la glace, les calottes polaires, les glaciers, tout ça, c'est beaucoup d'eau qui arrive. Une autre manifestation du changement climatique, c'est l'acidification des océans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on étudie depuis assez peu de temps, une quinzaine d'années seulement. Quelles conséquences concrètes pour nos quotidiens ça peut avoir ? Toutes ces manifestations du changement climatique ont des conséquences majeures sur les organismes marins. Par exemple, des phénomènes de mortalité massive. Les coraux dans les zones tropicales, les récifs coralliens, subissent des mortalités absolument incroyables. Les coraux, c'est des organismes qui ont un squelette calcaire, et donc ça crée des barrières très solides, massives, qui protègent en fait la côte de l'action destructrice des houles et des vagues. Une autre conséquence, c'est que les poissons et tous les organismes qui sont mobiles dans la mer se déplacent parce que pour rester à leur optimum de température, ça va bouleverser la pêche, cette affaire-là, avec des grands perdants, c'est les pays en voie de développement de la bande intertropicale. Et justement, ces dégâts, ils sont irrémédiables pour la biodiversité marine ? Alors pour la biodiversité marine, non. D'ailleurs, on a récemment publié un article qui montre qu'on pourrait reconstruire la biodiversité marine d'ici 2050. C'est un challenge qui est possible et on démontre qu'il y a des bonnes nouvelles quand même. Il est très important de montrer les risques. Les risques sont considérables pour l'océan et pour l'humanité. Mais il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que quand on agit, il y a de l'espoir. Donc vous pensez que les États peuvent, en légiférant, permettre justement de reconstruire les écosystèmes marins ? Mais j'en suis convaincu et l'expérience montre que la stratégie de l'Union européenne pour la pêche a été excellente. C'est-à-dire que même si ça a généré beaucoup de friction au départ avec les pêcheurs, mais c'est l'intérêt de tout le monde, y compris des pêcheurs, de garder des stocks de poissons en bon état plutôt que de les faire disparaître et de consommer toute la ressource. Et la montée du niveau des eaux, ça, qui peut être super dangereuse pour l'humanité, à votre avis, c'est irrémédiable ou... Alors, malheureusement, ça, c'est fait partie des paramètres qu'on ne peut pas vraiment contrôler. C'est un paramètre, c'est une évolution qui va se poursuivre dans le futur. Elle va se poursuivre à la même vitesse qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une très grande inertie sur le niveau de la mer. Mais justement, cette montée des eaux, concrètement, on entend souvent dire qu'elle pourrait même entraîner à la disparition de certains pays, de certaines zones de terre actuelles. Et déjà, est-ce que c'est vrai ? Et si oui, lesquels ? Oui, les pays qui sont les plus concernés, c'est les pays qui ont une faible altitude, et c'est les petites îles et atolls du Pacifique qui en font partie, aussi dans la Caraïbe. Un atoll, ça peut avoir en moyenne 2 mètres d'altitude. Donc quand on parle d'une augmentation de niveau de la mer d'1 mètre, plus des tempêtes et un mauvais état des récifs coralliens, les récifs coralliens servent à protéger la côte. Tout ça veut dire que ces atolls sont déjà aujourd'hui, certains d'entre eux sont balayés par les vagues pendant plusieurs jours chaque année. Peut-être qu'on peut en parler aussi, il y a une certaine injustice climatique aussi. C'est-à-dire que les pays en voie de développement, les pays du Pacifique, sont ceux qui ont le moins émis de CO2 et c'est eux qui payent le prix le plus fort. Et comment on peut y remédier à ça, à cette injustice ? Est-ce que c'est irrémédiable ? Non, ce n'est pas irrémédiable. L'accord de Paris comporte un volet sur la réduction des émissions et un volet sur l'adaptation. Il y a des phénomènes qui sont
enclencher, qui ne vont pas s'arrêter. Il va falloir donc s'adapter. S'adapter pour le niveau de la mer, ça veut dire partir. Y compris en France, hein, il y a des villages qui ont été... un village notamment, le Faute-sur-Mer, qui a été évacué, abandonné. Et dans le cadre de l'adaptation, les pays les plus riches se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays en voie de développement pour les aider à s'adapter. Malheureusement, depuis 2015, ça ne s'est jamais produit, 100 milliards, je crois on en est très loin. Il y a une aide qui est donnée, mais qui est très 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 loin de ce qui avait été promis. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que jeune, mais il y a quelque chose qui est un peu choquant de voir qu'on fait des annonces et puis qu'on ne suit pas. Personnellement, je suis très déçu par le fait que nos gouvernements ne viennent pas en aide à ces pays-là, surtout que ce n'est pas du tout une action de charité ou quoi que ce soit, c'est même plus de la logique. On a consommé avant eux, on leur explique que désormais ils ne peuvent pas le faire. Je pense que c'est le retour, c'est au minimum de les aider à se développer et de contribuer à leur développement. Donc effectivement, moi je suis assez déçu de l'action des gouvernements. Oui, il y a un autre élément, c'est que si on permet à ces pays de s'adapter, alors on n'est plus dans le Pacifique Sud, mais si on regarde la Méditerranée, qui est mon environnement naturel, il y a aussi des phénomènes migratoires qui peuvent être provoqués par le changement climatique. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, justement, c'est les problèmes migratoires, moi, qui me choquent plus que les dirigeants ne prennent pas conscience, en fait, de l'urgence climatique que cela va causer, parce que là, en fait, on va se retrouver dans des situations où c'est une injustice effroyable pour, justement, ces continents où l'eau va monter, et on va se retrouver face à une situation de non-retour, et ils ne réalisent pas, et il n'y a aucune action qui est prise, et on se sent puissant en fait par rapport à ça, parce qu'à l'échelle d'un citoyen, c'est difficile d'agir pour ça justement. Est-ce que peut-être vous avez des idées pour un citoyen? Que faire? Moi, je crois qu'il y a un moyen qui est extraordinaire, qui est à votre portée, c'est le bulletin de vote. Si on veut changer l'action des gouvernements, les gouvernements ils sont là parce qu'ils ont été élus, leurs représentants, donc il faut choisir, sans faire de politique particulièrement, mais il faut choisir. Je pense et moi je suis assez déçu de voir que certains jeunes autour de moi ne se préoccupent pas des élections, et c'est par là qu'il faut commencer. Et vous, justement, en tant que citoyen et scientifique en même temps, est-ce que vous trouvez que l'écologie, elle est suffisamment intégrée aujourd'hui dans les politiques actuelles et dans les programmes qui sont proposés, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a encore du travail à faire? Énormément de travail à faire, parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Moi, je ne vais pas prendre la langue de bois, là, mais beaucoup d'annonces qui sont faites. Il y a un congrès qui s'est tenu à Marseille sur la biodiversité. Il y a eu des annonces qui ont été faites, fantastiques, on va agir, l'érosion de la biodiversité est une catastrophe et tout ça. Et puis, en fait, la semaine d'après, on a annoncé qu'une chasse qui a été jugée illégale par le Conseil d'État va reprendre. Donc voilà, il y a des histoires de double langage. Et personnellement, du coup, vous ressentez quoi face à ça? Quand on se sent, en tant que scientifique, pas vraiment écouté par les politiques, pas forcément aussi écouté par la société, c'est quoi? C'est de la tristesse, de la colère? Non, moi je suis d'un naturel optimiste, je me dis que ça va bien finir par percuter, dommage qu'on perd beaucoup de temps. Il y a des actions qui sont faites, il y a une prise de conscience, je pense qu'il y a beaucoup de responsables, de décideurs qui sont vraiment... qui prennent à bras le corps cette question, mais les tensions avec les autres aspects de la vie sociale et politique, l'océan passe après. Et quelquefois, on a l'impression que les gens ne réalisent pas que les océans, en fait, tout le monde en bénéficie. Vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que l'océan vous apporte? Personnellement, très peu. C'est vrai que c'est d'où le fait que je trouve cet échange très enrichissant, c'est que les océans ne se rendent pas toujours compte de l'incidence que ça a, alors que ça recouvre plus de 70% de la surface terrestre. Oui, et 90% du volume habitable pour les organismes marins, pas pour l'homme. C'est-à-dire que si on prend en compte toute la colonne d'eau, ça fait un espace pour la biodiversité qui est absolument incroyable, et on en bénéficie tous. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte, nous, citoyens qui ne sont pas forcément formés sur ces sujets,
qu'est-ce que ça peut amener dans nos vies, le fait qu'il y ait des espèces de coraux qui disparaissent, des poissons qui... Peut-être les poissons s'en rendent plus compte par rapport à la pêche, mais par exemple, le fait qu'il y ait des barrières de coraux qui disparaissent, on ne se rend pas forcément compte des conséquences que ça a sur notre quotidien. Donc, je ne sais pas d'ailleurs quel est leur intérêt. Qu'est-ce que ça va entraîner, ce genre de disparition, par exemple? Alors, un récif corallien en mauvais état, d'abord, c'est un récif qui peut ne pas résister à l'action de la houle et des vagues. Donc, cette protection du rivage de l'érosion est absolument majeure. Et c'est ça qui peut entraîner des migrations. Et enfin, sur la sécurité alimentaire, beaucoup des pays qui sont bordés par un récif tirent leurs protéines animales des organismes qui vivent sur le récif. Un autre rôle important des récifs, pour les pays locaux, c'est le tourisme. Parce que les touristes vont aller voir des récifs quand ils sont en bon état, mais dès qu'on sait qu'un récif a été abîmé, on n'ira pas. Il y a des activités qui se développent, par exemple la plongée, qui ont des incidences négatives. Mais je crois que ce n'est pas les seules activités qui ont de l'impact sur les océans. Alors quelles sont les activités que nous, on peut avoir au quotidien qui impactent négativement les océans? Oui, la plongée peut avoir un impact négatif, mais finalement c'est des effets négatifs qui sont faibles par rapport à tout le reste. Par exemple, les infrastructures, les ports, l'aéroport de Nice par exemple, qui a été construit en partie sur la mer, des extensions de ports ailleurs. La pollution qu'on apporte dans l'océan. Alors là, de ce côté-là, beaucoup de progrès ont été faits, notamment grâce à l'Europe. Certains dénigrent l'Europe, mais l'Europe a eu des effets extrêmement positifs sur l'environnement, en obligeant les États, par exemple, toutes les villes côtières, d'installer des usines de traitement des eaux usées. Quelles sont les solutions aujourd'hui qu'on peut apporter à cette destruction, la biodiversité marine, au réchauffement, à la montée du niveau de la mer? La première chose, c'est réduire les émissions. C'est la mesure, les émissions de gaz à effet de serre, c'est la mesure majeure. On peut reconstituer aussi ce qu'on appelle les écosystèmes de carbone bleu. C'est ce que je disais tout à l'heure, les herbiers de plantes marines, qui sont de formidables puits de carbone, parce qu'elles utilisent le CO2 pour la photosynthèse, et les produits de la photosynthèse sont en partie stockés dans le sol pour des centaines et des milliers d'années. Il y a des activités d'adaptation, la construction de digues, l'adaptation de l'économie. La migration, on peut voir ça comme un échec, mais c'est une adaptation dans une certaine mesure, on s'adapte. Donc l'océan, on dit que c'est une victime, un acteur majeur du climat, mais c'est aussi une source de solutions, et nous on veut se tourner vers ça et on veut essayer de promouvoir les solutions apportées par l'océan auprès des décideurs. Est-ce que vous avez un message à passer à la jeune génération, à nous passer à nous, à passer aux gens qui nous regardent? Sauver l'océan. Bonjour, je m'appelle Étienne Gis et je vous parle au nom de l'Académie des sciences, qui organise ces petites vidéos que vous êtes en train de suivre sur les conversations sur le climat. Quand j'étais enfant, la science qui me passionnait, c'était l'astronomie. C'était pour moi magique de voir les Américains qui marchaient sur la Lune. Aujourd'hui, si j'avais 15 ans, c'est sûr, ce qui me passionnerait, ce serait la science du climat. Car il y a toutes sortes de sciences. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, tout y est. Et je trouve que la possibilité de mélanger toutes ces sciences aujourd'hui, pour des jeunes, pour leurs professeurs, c'est une opportunité extraordinaire. Je suis entouré ici par ces portraits de tous ces gens qui m'impressionnent beaucoup. Je vois le marquis de Laplace, je vois Lalande, je vois tous ces grands astronomes du passé. Tout ça est passionnant, mais la passion d'aujourd'hui, je crois, c'est la science du climat qui offre toutes les possibilités à des jeunes et à leurs professeurs. Donc j'espère, je suis sûr, que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se passionner pour cette science qui est un peu compliquée parce qu'il s'agit de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans,
dans 100 ans. C'est tout à fait passionnant.